parti. C'est bon? Allez, c'est parti. On est au top. Bonjour, je m'appelle Luc. Après différentes fonctions managériales dans la finance et de nombreux voyages au long cours, j'ai décidé de changer de vie, de m'installer au Maroc. Avec mon épouse berbère, nous avons développé toute une panoplie d'activités, des circuits, des treks hors des sentiers battus, une maison d'hôte traditionnelle de l'Atlas, d'où je vous parle, et puis un camping dans le désert du Sahara côtier marocain. Bonjour, Frédéric, membre de Respire. Je m'interroge depuis de nombreuses années sur les raisons de voyager. Sûrement pour des raisons personnelles, 20 déménagements en France à l'étranger, dont 5 pays à l'étranger, 27 ans d'Air France à des postes de direction marketing et de directeur régional à l'étranger. J'ai eu l'occasion d'observer, d'analyser les 1001 façons et raisons de voyager. Depuis quelques années, j'ai commencé à m'implanter au fin fond d'une vallée alpine où j'ai acquis un petit hôtel historique, où j'ai le plaisir de recevoir des voyageurs qui viennent se retrouver. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Charles-Henri. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le graphisme et le marketing agroalimentaire jusqu'au jour où j'ai décidé de tout plaquer pour un long voyage en solitaire de 8 mois jusqu'au fin fond de l'Asie centrale. En rentrant de voyage, j'ai eu envie de changer d'orientation et je suis devenu copywriter ou rédacteur web, spécialiste e-tourisme. Le cyclotourisme, pour moi, c'est l'une des réponses fortes aux besoins actuels en matière d'expérience, de slow tourisme, de tourisme durable, local et aux besoins grandissants d'aventures et de rencontres. Bienvenue à notre réflexion sur les nouvelles formes de voyager. Nous nous sommes surtout attachés à essayer de comprendre le pourquoi de ces nouvelles formes de voyager et puis aussi leur devenir, tant du point de vue des consommateurs que des professionnels du voyage. Notre compréhension, c'est que ces nouvelles formes de voyager s'apparentent surtout à la recherche d'expériences sensorielles, qu'elles soient culturelles, sportives, humaines. Nous avons choisi de délimiter notre discussion. On ne parlera uniquement que de voyageurs européens, donc on ne traitera pas non plus de voyages professionnels ici, ni même des voyages virtuels. Alors, quelles sont ces fameuses nouvelles formes de voyager? On n'a finalement pas voulu tenter de les lister toutes. Il s'en crée probablement chaque jour. Bon, le tourisme équitable, le tourisme plus lent, le tourisme participatif, solidaire, forcément le tourisme vert ou écotourisme, mais aussi toutes ces formes plus originales de voyages comme les micro-aventures ou d'hébergement comme le couchsurfing. Bon, la liste est longue. Une précision importante pour nous, dans quel cadre ces nouvelles façons de voyager vont s'inscrire. D'ici 15 ans, il n'y aura pas une évolution significative des grandes structures du tourisme. Les commandes d'avions, de paquebots, les prévisions de construction de resorts seront toujours là. Le cadre législatif, le cadre éducatif, la sensibilisation de la population, des clients ou même des acteurs du tourisme, tout ça prend du temps. Ensuite, nous nous sommes posé la question de savoir à quels besoins ces nouvelles façons de voyager répondent. Nous avons identifié 4 besoins d'expérience, de nouvelles expériences pour faire des nouveaux voyages. Le premier besoin d'expérience en authenticité répond un petit peu au ras-le-bol, à la saturation de la standardisation des produits touristiques qui se sont très développés ces dernières années. Cette authenticité on ne va pas forcément la chercher à l'autre bout du monde, mais comme on l'a vu pendant la période du Covid, peut se trouver de façon très proche de chez nous. Un deuxième besoin dans cette nouvelle façon de voyager est le besoin de dépaysement. C'est le besoin de rupture, de rêve, d'émerveillement pour des choses qui peuvent être toutes simples, comme tout simplement se reconnecter à la nature. Le troisième besoin pour ces nouvelles façons de voyager réside dans le besoin d'aventure. C'est un besoin d'inattendu, d'originalité, de se créer des émotions fortes que l'on pourra partager ensuite. Bref, tout simplement de sortir de sa zone de confort. Enfin, le dernier besoin qu'on a identifié comme un besoin de qualité, c'est le besoin d'expérimenter des produits et des services honnêtes dans la décoration, dans la gastronomie, dans les plats proposés. Mais également et avant tout, c'est aussi la qualité de la relation humaine.
la qualité des liens qui pourront être créés grâce à ces nouvelles façons de voyager. Le deuxième groupe d'explications pourrait tourner autour dans l'envie d'être en réaction. D'abord en réaction contre la pression croissante du travail, des rythmes effrénés, de la réception d'emails, d'être toujours rivé sur des calendriers et des deadlines. Ensuite, être en réaction, c'est aussi être en réaction contre cette consommation effrénée qui nous agite, qui agite tout le monde depuis des décennies, avec un basculement sur l'envie d'avoir vers un basculement vers plutôt l'être ou faire des choses, partager plutôt que avoir. Enfin, c'est être aussi entre réaction contre ces routines, des routines tout au long d'une vie, entre l'équilibre personnel et professionnel, avec des alternances possibles tout au long de sa vie, entre des moments plus personnels et des moments professionnels. Mais c'est aussi casser les routines dans la semaine, c'est ou dans les mois de l'année. C'est partir hors saison, découvrir, être en réaction contre partir au même moment que tout le monde en vacances, dans des lieux qui n'ont pas du tout, des sites qui n'auront pas du tout la même attraction et les mêmes expériences quand on part hors saison. Mais ces besoins d'expérience naissent aussi d'une autre forme de réaction, celle de la prise de conscience de notre action sur le monde. Cela s'appelle l'éthique. Ce regain de bonne conscience et de lucidité qui nous dit protégeons la planète, protégeons les animaux, les populations locales. C'est aussi la prise de conscience pour des raisons sanitaires. On ne va pas relancer le débat sur le confinement quand même. Il y a aussi quelque chose de très ancien, et à ne pas oublier, c'est cette curiosité naturelle de l'homme. On s'intéresse à ce que l'on ne connaît pas, aux autres cultures ou au reste du monde. La prise de conscience s'opère aussi envers nous-mêmes. Face à toutes ces pressions de la vie, nous fuyons notre quotidien en quête de nous-mêmes, tout simplement. C'est exactement ce que je suis en train de faire moi-même. Regardez, un petit feu, je suis sous la neige. Et c'est justement en voyageant, eh oui, qu'on prend du recul, qu'on fait le point et qu'on apprécie aussi peut-être mieux ce que l'on a en revenant. En prenant conscience de ce qui serait mieux pour soi, par exemple dans l'alimentation ou le sport. En bref, ce que nous voulons illustrer ici, c'est que si l'homme a un besoin naturel de voyager, ce sont les pressions accrues sur la vie qui renforcent ces réactions et ce besoin de davantage d'expériences sensorielles. Alors, nous avons cherché à lister une série de tendances qu'on pourrait imaginer pour les 10-15 années à venir, pour ces nouvelles façons de voyager, mais sans grande prétention, histoire de susciter le débat, bien évidemment. Alors, avant de parler des acteurs, parlons des produits. Le tourisme durable est évidemment pressenti comme amené à devenir la norme plutôt qu'une niche à l'instar de l'écologie. On pense aussi que la demande ira en croissant pour des voyages plus complets, plus riches en contenu, en qualité, en intensité. Des rencontres authentiques et non programmées, des ateliers, une participation active à un projet local. Ce qui implique que le voyage commencera avant dans la préparation et se poursuivra après le déplacement dans le suivi. Et autant la destination pèsera moins dans la balance que le contenu, de même le mode de transport choisi deviendra une part entière de l'expérience. Pensez au train de l'Orient Express, un déplacement en ballon, une myriade dromadaire, etc. De la même façon, nous pensons que la notion de proximité va prendre davantage de poids dans le choix d'un voyage, aux côtés, par exemple, du rapport qualité-prix. Proximité géographique par souci écologique, mais aussi proximité humaine en réaction à notre vie de plus en plus individualiste et aseptisée. Alors, tout autant que l'émission de CO2, le rythme va devenir un facteur de tri de voyage de plus en plus important, et non plus la distance ou le nombre de sites que l'on va visiter. Le slow-tourisme existe déjà, mais c'est la façon de décliner les produits en intégrant une mesure de ce rythme qui pourrait évoluer. Et si le tourisme solidaire et participatif ne sont pas non plus des choses nouvelles, cette éthique, cette prise de conscience du respect de l'homme tout autant que de la nature pourrait logiquement encore
s'amplifier. Notre point spécifique ici, c'est de dire que de plus en plus de voyageurs réclameront de leur organisateur de voyage ou de part dans leur recherche sur Internet, réclameront de pouvoir mesurer ou tout du moins apprécier plus clairement le bénéfice qu'ils apporteront par leur voyage à la population locale et à l'environnement, mais aussi à eux-mêmes, leur satisfaction personnelle, la richesse morale qu'ils en retirent, bien davantage qu'un album photo-souvenir. Et puis, du côté des professionnels du voyage, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Nous, ce qui nous paraît évident, c'est que pour des raisons de marketing pur et aussi en raison de la facilité accrue de pouvoir aujourd'hui marketer une nouvelle offre, c'est que cette offre de nouvelles façons de voyager va exploser. Et ce sont le plus souvent les startups, les gars au fond de leur garage qui, non pas en réfléchissant en termes d'offres, mais bien en termes de besoins pour le voyageur. Ce sont eux qui vont créer de nouvelles niches demain. Et alors, face au foisonnement de l'information et de l'offre sur Internet, nul doute qu'émergeront de nouvelles applications permettant à l'internaute de s'y retrouver, surtout de l'assister en fonction de son profil, à trouver le bon produit. Et ce dont le voyageur a cruellement besoin aujourd'hui, ce sont des critères de tri autres que le rapport qualité-prix, ou même le prix, ou même la trace carbone de plus en plus à la mode. Peut-être même, à l'instar de LinkedIn, on pourrait imaginer un nouveau réseau social qui pourrait émerger, orienté sur le tourisme. C'est un peu le positionnement de TripAdvisor, sauf que ce n'est pas à proprement parler un réseau social, et peut-être qu'ils ont raté le coche. On peut s'attendre aussi à ce que les gros acteurs actuels du tourisme, au contraire, de nouveaux venus, cannibalisent ces startups en les rachetant à tour de bras, ce qui aboutira à une nouvelle standardisation face aux besoins accrus d'originalité du consommateur, et c'est une spirale sans fin. Donc là encore, on se demande si la clé n'est pas une fois de plus dans le sur-mesure, impliquant une analyse fine et individuelle des besoins des voyageurs. Alors nous voilà au terme de cette présentation du fruit de nos modestes réflexions limitées en temps et en connaissances, et ce qui nous saute aux yeux, c'est que les nouvelles façons de voyager permettent pratiquement toutes de contribuer à favoriser un tourisme qui ne soit pas de masse, et très souvent un tourisme qui soit d'une façon ou d'une autre plus durable, plus responsable. Nous ressentons tous une sorte de besoin que le voyage au travers de ces nouvelles façons de voyager retrouve son lustre d'antan, qu'il constitue une expérience à part entière et non plus un simple survol des choses. Bonjour à tous, je m'appelle Étienne. Alors moi je suis passionné de cartographie et des territoires depuis mon enfance, et j'ai sillonné donc au début beaucoup de régions très méconnues, comme les Combrailles, l'Argonne, le Champsaur, le Gévaudan, la Margeride, les Carpates roumaines et slovaques, donc beaucoup France-Europe. Et ensuite, j'ai descendu un grand nombre de rivières en France, à peu près 70, des rivières très variées, de la Meuse, l'Epte, l'Aulne, le Grand Saudre. Et j'ai cette passion en moi, et j'ai travaillé dans des grands groupes, dans les directions financières, dans le luxe, chez L'Oréal et Dior. J'étais consultant ensuite indépendant, transformation, stratégie. Puis j'ai créé une start-up fintech en intrapreneuriat, et j'ai créé La Petite Vadrouille en 2019 pour emmener les gens là spontanément jamais ils ne seraient allés, en lien avec qui ils sont, paysage et visage, et des lieux inédits, et des gens qui incarnent des univers assez fantastiques, des anciens gardiens de phare, d'anciens champions du monde de pêche à la mouche, des résistants de la Seconde Guerre, le plus gros collectionneur de chars d'Europe. Et voilà, et donc je suis au plus près de qui je suis, et même si je ne suis pas dans l'univers du tourisme depuis longtemps, j'ai cette passion en moi. Ben oui, c'est certain. On sait que tout ce qui va nous surprendre, tout ce qui est une partie d'inconnu, d'imprévu, inattendu, notre cerveau, évidemment, ne fait aucune projection, on n'a aucune image de cela, et donc l'effet surprise va être très puissant, puisqu'on va découvrir sur le vif
une situation. Alors, le vrai sujet, c'est comment intégrer l'imprévu, l'incongru, alors plutôt l'inattendu, dans ces nouvelles formes de voyager. Concrètement, l'idée, alors, on a des compagnies aériennes, par exemple, qui ont proposé des vols sans connaître la destination. On peut sauter dans un train sans savoir où on va. Après, c'est énormément de situations qui, par définition, nous échappent, et les acteurs du tourisme, de ces nouvelles formes de voyager, vont pouvoir créer ou trouver tous les ingrédients qui vont favoriser cela. Ça peut être une rencontre inattendue, une situation inattendue, et ça, on peut effectivement le provoquer. Donc, c'est un exercice qui n'est pas si simple, mais en tout cas, c'est certain que ces nouvelles formes de voyager sont vraiment liées à tout ce qui est le contre-pied de nos sociétés, où on est énormément dans le contrôle, dans la maîtrise de notre environnement, de tout. On a l'univers, le monde du travail qui déteint sur nos modes de vie, liés à la rapidité, à la performance, à le fait de rien laisser au hasard et de ne pas laisser d'inconnu dans nos agendas, dans nos modes de vie. On tartine nos agendas. On a peur de ce vide, et ce vide peut être, en tout cas, une porte ouverte vers l'imprévu, l'inattendu. C'est pas forcément une situation qui est naturelle de monter dans un train sans savoir où on va. Certains d'entre vous l'ont déjà certainement fait, ou de partir au pied levé et de se laisser porter, parce qu'il faut avoir une vraie confiance. Et donc, on est vraiment dans cette situation où il faut être dans un état de confiance. C'est très important. Si on n'est pas dans cet état de confiance, on va être encore plus surpris, et l'effet ne pourra être encore que plus fort. Donc en tout cas, c'est certain que y a une liberté extrêmement forte qui se dégage finalement de ce moment où on se dit je pars, je ne sais pas où je vais, j'y vais. Et il y a une forme d'excitation qu'on n'a pas du tout lorsqu'on a un voyage qui est planifié depuis longtemps. On va être très excité de partir, mais ça ne sera pas au même niveau. Donc c'est certain que les vraies sensations des nouvelles formes de voyager, il y a l'imprévu, l'inattendu qui doit être présent, ou en tout cas sous une forme comme sous une autre. Le voyage, c'est une recherche d'un environnement qui va être en dehors de nous-mêmes, et on peut absolument être dans cette recherche de sensations fortes. Attention, les sensations fortes peuvent être déclenchées dans des rencontres. C'est pas forcément en faisant une chute libre, ou des émotions, en tout cas, qui peuvent naître de rencontres. Mais en tout cas, c'est certain qu'il y a une volonté, une recherche de rupture. Et finalement, on se sent vivant. Et quand on se sent vivant, on a des émotions, des sensations, des choses qui vont vibrer en nous. Mais par contre, je distinguerai deux sortes de sensations. Je distinguerai la personne qui est en recherche de sensations fortes et qui finalement ne sera jamais, entre guillemets, rassasiée, et qui aura énormément voyagé et qui sera toujours fondamentalement à la recherche de lui-même. Et c'est une vraie question, c'est que le voyage, souvent est lié à une quête qui peut être plus ou moins profonde et philosophique, mais on peut voyager, passer son temps à voyager, à explorer, découvrir, on ne sera jamais rassasié. Et quand on rentre, on retrouve une routine un peu morne, et du coup, on a déjà envie de repartir. Donc ça, c'est une vraie question. C'est cette recherche de sensations, n'est-elle pas finalement une volonté de se détourner de soi, effectivement, et donc ça sera à l'infini, et on ne sera jamais rassasié. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si je cherche à vivre quelque chose qui est profondément lié à moi-même, soit un univers lié à mon enfance, à mes goûts profonds et à tout ce que j'ai au fond de moi, ou à un univers
inconnu qui va déclencher des choses profondes en moi, je vais effectivement également avoir des émotions et une forme de sensation, mais je suis convaincu que lorsque l'aventure intérieure rejoint l'aventure extérieure, c'est là où il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se crée. Et je pense que c'est dans cette direction que les nouvelles formes de voyage doivent aller, c'est-à-dire vers une vraie connaissance de la personne. Et donc, on casse cette logique de produits packagés, même ce qui est très bien, attention, mais en tout cas, dans cette logique et dans cette réponse à cette question, et on s'intéresse avant tout à qu'est-ce que la personne a dans ses tripes, si je puis dire. Et donc, c'est la connaissance de la personne qui va permettre de l'approcher dans un univers et de faire cette rencontre entre un univers extérieur, paysage et visage, et elle-même. Et donc, là, on répond à cette question. Finalement, on va se retrouver soi-même, et le voyage est une façon de répondre à cette quête et cette recherche, cette volonté de se rencontrer soi-même, plutôt que de se détourner de soi-même. Voilà. Le voyage, on a évidemment le voyage solitaire. On a discuté, c'est vraiment une forme de quête, de recherche de soi-même, et puis de pouvoir avoir cette forme de liberté absolue, de ne pas être dépendant, tributaire de quiconque, et d'avoir aussi cette possibilité de rencontre des locaux, etc. Et c'est souvent une motivation très forte pour les voyageurs solitaires. Pour les voyageurs où on part à plusieurs, c'est évidemment, et je ne vous apprends rien, l'occasion formidable d'apprendre à connaître la personne dans des situations où vous allez savoir qui elle est fondamentalement lorsqu'il y a un petit caillou dans la chaussure, lorsqu'on s'enthousiasme, on s'émerveille devant un très beau paysage. C'est là où on va voir comment la personne réagit. Et fondamentalement, on est dans une logique où on va chercher à vivre un moment, et même de temps en temps, on va réaliser qu'à un moment, une journée où on fait presque rien, mais on a un moment partagé, juste sur un chemin de randonnée ou sur une route à vélo, pas forcément très loin de chez soi, eh ben, on va pouvoir sortir des choses assez puissantes, sans forcément parler. Mais il y a beaucoup de choses qui vont passer. Alors, les nouvelles formes de voyage, et ça, c'est pas neuf, le rapport à l'autre, évidemment, mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté de se dire qu'on a peu de temps libre. Alors, le temps libre, mettons cette énergie pour vivre des moments avec l'autre, pour mieux les connaître, pour nourrir les liens d'amitié, pour nourrir les liens avec la famille, avec ses enfants, ses neveux-nièces, avec les grands-parents, avec les amis, tous ceux qu'on aime, tous ceux qu'on cherche à mieux connaître. Et c'est certain que les liens ne seront pas du tout les mêmes lorsqu'on a vécu un moment, ne serait-ce qu'une journée. Moi, j'ai déjà expérimenté, on a fait du canoë sur une rivière dans les Ardennes belges avec de la neige, une journée. Il y a quelque chose de très puissant qui s'est passé, on n'était pas très nombreux. Tout de suite, on a eu envie de se revoir et j'ai eu l'impression déjà de mieux connaître certaines personnes que je connaissais depuis pas si longtemps que ça, que des personnes que je côtoie depuis longtemps sans avoir jamais rien vécu avec eux. Donc le voyage, c'est vraiment un fédérateur et c'est vraiment ce qui relie et qui va créer quelque chose de fort les uns vis-à-vis des autres. On se retrouve dans des situations où on se surprend soi-même déjà, parce qu'on se connaître soi-même et connaître les autres, c'est le travail d'une vie, on se surprend soi-même à se dire « Ah ouais, dans cette situation-là, j'ai réagi comme ça et j'aurais pas forcément imaginé ». Alors vous savez, si on se dit ça pour soi, évidemment pour l'autre, on sera toujours surpris. Et c'est comme ça qu'on apprend à mieux connaître l'autre, à mieux l'aimer, et que les liens, que le voyage crée des liens et a un rôle extrêmement important de lien social, surtout dans ces périodes où il est encore il est compliqué. Et donc les parents avec des enfants, c'est fantastique d'emmener ces enfants, de les emmener dans une aventure. Et on sait très bien que l'aventure, quand on est petit, elle est déclenchée avec un rien, mais avec un rien. Et même pour les adultes, c'est également le cas. Mais l'univers de l'enfance, c'est extrêmement puissant parce qu'on peut créer une aventure tellement simplement. Et les enfants, surtout la mémoire enfantine, elle reste et elle imprime. Donc surtout, il y a un vrai rôle pour les parents
de vivre et d'emmener les enfants dans les aventures. Et c'est ce qui crée des liens forts entre les parents, les enfants, père-fils, mère-fille. Et voilà, donc il faut que les nouvelles formes de voyage, évidemment, intègrent cette dimension-là, peut-être un peu différemment que les formes de voyage traditionnelles, en favorisant, évidemment, là où il y a un esprit d'aventure. C'est sûr qu'il y a une réflexion intéressante sur le marketing touristique et sur tous ces lieux qui sont désormais balisés. Le tourisme de masse, on en entend énormément parler et on sent qu'on lui tourne le dos et qu'il y a une vraie volonté d'aller dans des lieux qui restent préservés. Donc aujourd'hui, au fait, le luxe ultime, c'est d'avoir l'exclusivité d'un territoire. Alors là, c'est ce qu'on recherche tous, cette sensation du bout du monde. Ne voir personne, ne pas arriver sur un parking, ne pas avoir d'aménagement, de petits panneaux avec le plan de quoi que ce soit. On veut rien. On veut juste la nature brute. Et ça, c'est le Graal. Et ça, je vous apprends rien. Donc, comment concrètement on peut fonctionner? Et évidemment, le marketing touristique, c'est lui qui nous met ses panneaux, mais en même temps, on ne va pas lui jeter... il a le mérite de contribuer à la richesse du PIB français, hein, qui est, en fonction des années, une première destination touristique au monde, et il y a encore un gros potentiel à développer. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir évidemment avoir des lieux totalement préservés, qui restent dans l'ombre, quelque part, et heureusement, il y en aura toujours, et puis des lieux qui ont une vocation à être connus au compte-gouttes, et donc il y a des vrais enjeux de répartition du coup des flux sur les territoires, puisqu'en ce moment, enfin, on sait bien que le tourisme fonctionne par point d'ancrage, et donc on voit des plages qui sont bondées, et puis on fait 500 mètres plus loin, on a une plage quasi déserte. C'est la nature humaine, c'est comme ça sera toujours comme ça, et tant mieux presque, parce que ces points d'ancrage, eh ben, au moins la population se tasse dans des lieux, et il y en a certains pour qui ça ne dérange pas. Donc cette nouvelle forme de voyager, c'est évidemment la recherche de l'exclusivité d'un territoire, et c'est quelque chose heureusement qu'on a encore beaucoup en France, en Europe, et qui est un peu en vogue, hein. On voit certaines régions qui développent, hein, des offres touristiques, et puis qui commencent à se faire connaître. On a certaines régions où personne n'allait, et puis qui commence à attirer, hein, le tonnerre roi. Il y a beaucoup d'autres exemples. Oui, bien sûr. Bah oui, parce que on parle beaucoup dans l'univers du tourisme, et c'est un peu un mot tarte à la crème, entre guillemets, et un peu pompeux, mais c'est le tourisme transformationnel. Qu'est-ce que le tourisme transformationnel? C'est une expérience ou quelque chose que vous allez vivre qui va vous marquer, qui va vous changer. Voilà. Et donc, on a évidemment de grandes formes de tourisme et qui ont été évoquées par la réflexion du groupe précédemment sur le tourisme solidaire, sur les rencontres, sur beaucoup de choses qui créent des liens forts avec des valeurs d'utilité, etc. Alors, sortir de la zone de confort, il y a évidemment plein de façons de le faire, et puis c'est très personnel. Donc on revient vraiment à cette forme extrêmement sur mesure, puisque sortir de ma zone de confort, pour moi, ça ne sera évidemment pas la même chose que pour mon voisin. Donc on retrouve ce côté extrêmement personnalisé, et on doit savoir qu'est-ce qui va me faire sortir de ma zone de confort. Est-ce que c'est moi qui vais trouver ce déclic? Est-ce que c'est moi qui vais donner l'impulsion, ou est-ce que c'est une situation où je vais me laisser embarquer et malgré moi, je vais me retrouver dans une situation qui fera ça? Est-ce que je le subis? Est-ce que c'est moi qui le déclenche? Les nouvelles formes de voyage doivent le déclencher. Beaucoup de gens ne le font pas eux-mêmes. Et donc, il y a ce rôle d'embarquer les gens qui est très fort, et c'est également, moi, une de mes missions à travers mon métier. Et c'est de comprendre comment les gens fonctionnent, de les embarquer. On dit souvent que, effectivement, quand on est à la frontière, on se retrouve avec un caillou dans la chaussure, c'est des situations qui nous marquent la mémoire, on s'en souvient. Et de temps en temps, c'est les situations les plus burlesques, les plus inattendues, et parfois presque les plus pénibles qui nous marquent.
Alors, évidemment, on ne va pas chercher ces situations-là forcément, mais en tout cas, là encore, il y a des ingrédients qui vont faire qu'on va aller au-delà d'une peur, qu'on va se laisser surprendre. On sait souvent que quand on passe au-delà d'une peur, on a une satisfaction qui est telle et on vit quelque chose de tellement puissant qu'au fait, on a envie de dire, on a envie d'être le pendant quelque part de tous ces coachs qui ont leur raison d'être, leur rôle, évidemment, mais d'être le pendant sur le terrain pour accompagner ces démarches, pour créer des déclics puissants et qui vont transformer les gens, qui vont les faire sortir, qui vont les faire s'ouvrir, qui vont les faire grandir, puisqu'on a des capacités immenses en nous, inestimées souvent. On se cantonne à un précaré et on a vraiment envie d'ouvrir ce précaré et on se surprend à chaque fois nous-mêmes quand on se retrouve dans ces situations. Donc effectivement, les nouvelles formes de voyage, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vraiment d'aller au-delà de soi et d'être dépassé par quelque chose et d'être animé par quelque chose qui nous dépasse. Hein. C'est le pendant de l'homme. Et sortir de sa zone de confort, c'est dans cette logique-là. Donc résolument, oui, les nouvelles formes de voyage, c'est effectivement sortir de sa zone de confort. C'est ce terme qu'on rencontre énormément en entreprise parce que le concept, un peu le modèle de l'entreprise peut être enfermant, entre guillemets, on est sur des rails, on est dans des clous, et donc le modèle de l'entreprise aussi recherche ça, et donc la façon de voyager peut répondre aussi à un sujet du monde de l'entreprise, mais qui reste avant tout un sujet très très personnel. Alors, merci à tous pour votre écoute. Merci à l'équipe pour ce film et à Étienne et Com pour votre présence. Et désolée pour le petit couac de tout à l'heure, hein, c'est les petits aléas du direct, comme on dit. Du coup, on va commencer juste, je vais laisser la parole à Com pour qu'il puisse se présenter. Et Com, je vais vous demander également, de par votre expérience dans le tourisme, quel regard portez-vous sur le voyage expérientiel? Bonjour Célia, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre invitation. J'apprécie vraiment l'esprit ouvert de réflexion prospective, constructive et collective. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, comme vous le rappelez si bien chez Respire. Et puis donc bravo encore pour votre initiative dynamique avec ce nombre croissant et conséquent de membres de l'association qui montre que vous répondez vraiment à un besoin fort de tous ces professionnels. Alors, moi-même, qui je suis comme de Framont. J'ai la même particularité qu'Étienne Bovy, comme lui, j'ai grandi dans l'univers des cartes. Alors, qu'elles soient des cartes anciennes de Truden, de Cassini ou plus récentes de Michelin ou de l'IGN, elles sont pour moi vraiment un formidable moyen de voyager en soi et puis bien sûr aussi une préparation pour des voyages qui se poursuivent sur le terrain. Voilà, donc moi je suis principalement consultant chez Inextinso Tourisme, Culture et Hôtellerie. Dans ce cadre, j'accompagne les territoires et destinations dans leur stratégie de développement touristique, à la fois au niveau de l'aménagement, de l'offre, mais également sur le marketing, tout ce qui est notamment le positionnement, puis aussi sur l'organisation pour servir à tout ce projet-là. Alors, j'interviens sur une grande diversité de territoires à toutes les échelles territoriales, en France, mais également en Outre-mer et à l'international. Et les territoires sont aussi très variés par rapport au contexte balnéaire, montagne, ville ou autre, mais également plus ou moins touristiques. C'est-à-dire que je vais avoir des missions dans des territoires très touristiques comme la Riviera du Levant en Guadeloupe ou les gorges du Verdon avec une surfréquentation problématique à certaines périodes de l'année. Et en même temps, d'autres territoires en Lozère, en Haute-Saône, dans les Ardennes, qui, moi, me passionnent, même s'ils sont moins touristiques a priori, avec aussi beaucoup de richesses à valoriser dans tous ces territoires, dans tous ces terroirs. J'accompagne également des acteurs publics et privés dans des projets variés liés au tourisme, aux loisirs, à la culture. Alors, cela va des stations de ski aux visites souterraines, et en passant aussi par la valorisation de sites patrimoniaux. Je pense notamment à une abbaye en Auvergne ou encore à un ancien palais au Sri Lanka sur lequel j'ai pu intervenir récemment.
Voilà. À côté de ces missions-là de conseil, j'interviens comme enseignant en tourisme et en management dans 2 universités, à Paris-Saclay, d'une part, et à l'université de Montpellier, Montpellier Management, d'autre part, à la fois en master et licence. Bon, bref, pour terminer sur ma petite présentation, on va dire que mes missions, mes interventions, puis sans oublier mes voyages personnels, me donnent la chance d'observer, d'expérimenter toutes ces nouvelles façons de voyager. Alors ça, c'était le premier point. Ensuite, donc, vous me demandez quel regard je peux apporter par rapport à tout ce qui a été dit. Alors, c'est extrêmement riche. Il y a énormément de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas reprendre tous ces éléments passionnants. Je pourrais simplement, alors, sur le voyage expérientiel, dire que c'est un terme extrêmement fort et à la mode, et en même temps, moi, je le trouve un peu redondant, car pour moi, tout voyage est expérientiel, mais je le comprends bien ici comme cette idée de voyager autrement, avec une intensité plus forte, à rebours du tourisme dit de masse. Et donc, du coup, par rapport à ce voyage expérientiel, on pourrait effectivement, je pourrais citer toutes les tendances du tourisme en général, façon de voyager qui sont liées à cela, avec la volonté d'évasion, de rupture, de dépaysement. Vous en avez parlé énormément. La recherche de sens. Étienne parlait du tourisme transformationnel par rapport à ça, hein, depuis les pèlerinages, aujourd'hui d'autres éléments plus solidaires, quoi, solidaires comme le volontourisme, le bien-être, tout cela. Mais peut-être qu'on pourra reparler de tous ces éléments-là ensuite par rapport à l'évolution du tourisme en général dans vos questions. Mais je voudrais surtout insister sur ce voyage expérientiel qui, pour moi, donc, a lieu effectivement pendant le voyage, certes, mais aussi avant et après. Et ça me semble intéressant d'être souligné, ce côté avant, pendant, après. Je vous disais, moi, avec l'univers des cartes, toute cette préparation au voyage qui était formidable, aussi le fait de se déplacer. Luc parlait de voyage en train, Orient Express ou autre. Moi, je pourrais citer aussi tout simplement, enfant, quand je traversais le Massif central, c'était un voyage en soi, rien que pour traverser le central, pour rejoindre un lieu de destination de vacances, voilà, avec la volonté de découvrir toutes ces pépites que l'on trouve le long des routes, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'autoroute qui traversait ce Massif central, donc peut-être ça facilitait aussi. Et c'est aussi le cas en train de nuit, là, récemment, avec ma famille et mes 3 enfants. On est parti à Port-Bou, à Collioure, avec ce train de nuit. Et là aussi, il y a tout un imaginaire, un univers incroyable, avec des enfants en plus, dans un compartiment. Et puis, vous réveillez au milieu des étangs salés avec les flamants roses du Roussillon. Voilà, et vous arrivez ensuite sur cette côte vermeille franco-espagnole, superbe. Donc voilà, je voulais insister sur ce côté expérientiel, avant, pendant, après. Alors, je peux reprendre des citations de Jack London ou autres sur l'importance du chemin. En fait, c'est ce cheminement qui compte, chemin parcouru, et pas tant la destination en soi. Et chemin parcouru avec tout ce lot d'imprévus, de détours. Et vous avez évoqué cette question des imprévus, de ce qu'on appelle dans le jargon la sérendipité, voilà, tous ces éléments-là qui sont importants. Et d'ailleurs, toute cette question du client est, je pense, essentielle. Vous l'avez bien en tête, vous tous qui travaillez dans des agences de voyage ou dans les OGD qui gèrent les destinations et autres, et à bien prendre en compte tous ces temps-là. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire davantage pour le moment, mais voilà, je suis ravi d'être avec vous et nous sommes à l'écoute de vos questions. Oui, alors Célia, nous avons plusieurs questions qui se recoupent un peu. On nous dit beaucoup de réceptifs locaux ne rêvent que de tourisme de masse. Il y a encore beaucoup de travail d'éducation à faire sur ces nouvelles formes de voyager. Quelqu'un d'autre pense qu'au contraire, il y a de nombreux professionnels qui localement travaillent déjà sur des voyages de sens. Une autre personne nous dit mais les réceptifs ne peuvent proposer que l'existant. Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne, Côme? Alors déjà, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Et ce que disait Côme, c'est vrai que c'est formidable toute cette énergie autour de Respire et de toutes ces initiatives qui sont en plus dans un moment où on a plus le temps de réfléchir, on est plus dans la réflexion que dans l'action. On est impacté très différemment avec ce qui se passe sans relancer le sujet. Donc vraiment, merci
de m'avoir invité, merci de m'avoir accordé un temps de parole. Les choses se sont faites assez spontanément et jamais j'aurais forcément imaginé intervenir comme ça, moi qui suis assez récent dans cet univers-là, mais qui est cette passion en moi, voilà, des cartes, comme l'a dit Côme, et du voyage, comme vous tous qui êtes autour en train de nous écouter. Alors, du coup, pour répondre aux questions, en fait, la définition d'un réceptif, et je pense que Luc et bien d'autres autour de vous connaissent très bien, peut-être certainement mieux que moi, le sujet du réceptif, vraiment de l'approche très locale. Le réceptif va avoir une identité qui va être au plus près de son territoire. Et donc, du coup, à partir du moment où le réceptif a cette vraie finesse, cette vraie connaissance des territoires et que le réceptif l'incarne, déjà, il va être une forme de prolongation du territoire et c'est ce qu'on peut ressentir à travers certains réceptifs et c'est moi ce que j'ai pu ressentir, c'est que tout de suite, on se dit, c'est comme si on allait vous voyez, rencontrer un habitant d'une petite ville en France dans laquelle où on a perdu notre chemin et on va s'adresser à quelqu'un au coin de la route. Alors, je peux pas, évidemment, c'est différent, mais vous verrez que finalement, c'est vraiment tout de suite ce rapport qui va être différent, où on va être en contact de quelqu'un qui connaît. Et donc, on va avoir tout de suite une relation de confiance. Donc, moi, j'ai envie de dire, évidemment, le réceptif, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il incarne, et c'est la confiance qui va donner, qui va diffuser, qui va faire que la relation va se créer. Je pense que c'est… Alors, voilà. En tout cas, moi, c'est cette première idée qui me vient à l'esprit, c'est à partir du moment où la personne a la connaissance, on va lui accorder une confiance. Alors, c'est très abstrait. Hein. Après, maintenant, on va aller dans beaucoup plus, dans le vif du sujet, mais je pense que c'est cette relation-là. Et je pense qu'on peut faire… Voilà, il y a beaucoup de choses de formation, évidemment, d'éducation, mais après, je pense que voilà, les réceptifs, ce sont aussi des gens qui sont aussi des passionnés et à les écouter simplement, en fait, on est déjà parti avec eux. Comme vous souhaitez peut-être intervenir ou on passe à la question suivante? Oui, on peut passer à la question suivante, sauf si vous voulez rediriger cette question sur certains points particuliers, mais sinon, c'est bien en place. Alors, on a une question de Véronique. Sommes-nous certains que les voyageurs seront au rendez-vous pour ces offres de voyage? Alors là, c'est-à-dire son rendez-vous pour les offres de voyage, hein, c'est-à-dire voyage expérientiel. Du coup, tourner sur l'expérience, tourner sur ce qu'on vient de présenter en vidéo. Par rapport à ça, moi, je pense qu'on peut déjà dire qu'il y a une vraie envie déjà de voyager. Il y a vraiment un besoin vital et avec tous ces confinements, ces couvre-feux, il n'en est que plus fort. D'ailleurs, c'était le dernier baromètre d'Opodo Laguirafour, hein, qui vient de sortir, qui disait que 57% des Français interrogés indiquent que partir est vraiment vital pour eux. Donc, ça n'a jamais été aussi fort, hein, cette envie de voyager, de rupture, de retourner sur le terrain. Et d'ailleurs, il y a aussi l'expression de tour de revanche ou revenge tourism chez les anglo-saxons, pour bien montrer un peu cette dynamique-là. Et alors après, par rapport au voyage expérientiel en lui-même, oui, à 100%, cette envie de voyager de nouveau, elle est clairement dans cette approche expérientielle. Cette approche expérientielle pouvant être à 2 pas de chez nous ou plus éloignée. Dans ces deux approches, à 2 pas de chez nous, ce dépaysement juste à côté, je pense notamment à tous ces principes de micro-aventure, mais je pense également à toutes ces campagnes de promotion qui ont pu être faites, hein, comme par exemple la Bretagne, hein, qui l'été dernier vantait par exemple les Caraïbes, en invitant à partir à la découverte d'archipels pas si lointains, avec une photo idyllique
de sable blanc voilà, en Bretagne. Et donc pour moi, il y a vraiment cette envie de dépaysement, d'expérience qui est vraiment fort, qui veut être là aussi pour réenchanter un quotidien, un quotidien qui a été malmené par ce confinement. Et puis ce confinement a aussi bien, je trouve, permis de prendre en compte les limites. Avant d'être dans un tourisme un peu sans limite, tout cela, là, on a repris conscience de ces limites et je les trouve très intéressantes parce qu'on peut justement les dépasser, les transgresser. Maintenant, partir loin, on aura vraiment peut-être plus la sensation de passer des frontières, de dépasser ces limites et d'être vraiment dans de l'expérientiel. Et en tout cas, moi, je peux vous dire qu'il y a aussi une demande quand je regarde du côté de mes clients, que ce soit les collectivités, les OGD ou d'autres professionnels, acteurs publics et privés par rapport à des équipements. Il y a vraiment une demande sur l'expérientiel. D'ailleurs, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes où la région a développé un savoir-faire pour manager l'expérience visiteur, l'expérience client, et il lance aussi des appels à projets pour créer de nouvelles offres qui sont en lien avec cette expérientielle. On est vraiment dans cette logique-là par rapport à ce que proposent aussi les territoires. Je ne sais pas si Étienne ou d'autres veulent… Non, mais comme je pense que tu as vraiment bien résumé. Hein. Je pense qu'il y a, moi, juste pour compléter très rapidement, moi, effectivement, je ressens ça avec mes clients directement, mais encore plus en ce moment, au fait, on a la rareté, une forme la rareté du voyage, et donc au fait, on redécouvre des moments qui sont très simples et qui ont une saveur particulière qu'on avait peut-être oublié. Ce que j'ai constaté avec quelques clients et même moi-même, c'est qu'on redécouvre des choses, et donc l'expérience du voyage, elle sera encore plus forte, évidemment, encore plus intense. Il y a énormément d'attentes. Et on sait qu'il y a aussi eu des moments de frustration parce qu'il y a eu certaines zones qui ont été des flux encore plus importants que dans des périodes normales. Donc, il faut être très vigilant à ce qu'il n'y ait pas une vraie rupture avec une attente qui soit très forte et avec un vrai décalage où on retrouve finalement, on cherche une place de parking, on ne trouve pas de place de parking. On est complètement pris dans des flux, on rentre avec les embouteillages à cause du couvre-feu, etc. Et donc, voilà, donc c'est juste pour dire qu'il y a une attente évidemment extrêmement forte. Il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de rupture par rapport à tout ce qu'on a pu entendre et vivre sur le terrain. Et voilà. Et Étienne, en fait, ce qu'on nous dit, Cathy fait remarquer que il peut y avoir une offre abondante et pléthorique, mais en fait, les clients sont souvent peu ou mal informés. Et donc, Cathy dit, c'est à nous, agents de voyage, de les informer. Mais est-ce facile de s'y retrouver dans cette jungle? Oui, dans cette jungle d'offres. Et comment fais-tu, toi, pour te faire connaître? Comment réconcilie-t-on l'offre et la demande? Voilà, c'est la question, en gros. Effectivement, c'est vrai que moi je constate vraiment très concrètement et avec les clients, c'est que on est pris dans nos quotidiens, on a notre temps libre et on a peu de temps libre, hein, et donc on se retrouve un peu dépourvu avant un week-end ou avant 4 jours de temps libre, et on ne sait pas quoi faire ni où aller. Enfin, souvent, on se dit il fait beau. Bon, alors là je parle plus pour de toute cette tendance des micro-vacances, vous voyez, qui 5, 7, 10 ans, ça explose, hein, ces petites vacances de 3-4 jours qui sont comme la prolongation du quotidien, puisque de plus en plus, la notion de voyage s'incruste et devient de plus en plus présente au quotidien. Donc, il y a beaucoup moins cette rupture, cette opposition entre ma routine versus mon temps libre et la notion du voyage. Et donc, du coup, effectivement, on est perdu. Enfin, on peut se dire, mais il y a tellement de choses, je ne sais pas quoi faire ni où aller. Et donc, moi, effectivement, à travers mon activité, mon rôle, c'est de partir de la connaissance
la personne, et c'est un exercice que chacun doit faire, même si, voilà, se dire, mais de quoi fondamentalement j'ai envie? Est-ce que je suis plus est-ce que je suis plus orienté par finalement une tendance ou des images qui me font rêver, qui vont finalement m'emmener vers une destination avec un paysage de rêve, mais qui ne sera pas forcément en lien avec ma personne fondamentalement, ou ce que je cherche à vivre avec ma famille, mes amis, mon entourage. Donc en fait, c'est la première question qu'on a envie de se poser, c'est de quoi j'ai envie. Et finalement, cette question, bah, elle est difficile, parce que moi, je réalise que beaucoup de gens me disent, bah oui, je sais pas, moi j'aime la montagne, j'aime le bord de mer. Et donc, c'est le travail que je fais à travers mon activité, et que tous les agents, enfin tous ceux qui travaillent dans le tourisme ne sont pas forcément en mesure de faire, parce que moi, c'est une activité qui est, on va dire, un peu de niche, hein, très dans la granularité de la connaissance de la personne. Mais en tout cas, moi, c'est la façon dont je réponds de façon concrète et au quotidien. Alors, effectivement, comment, dans toutes ces offres, comment pouvoir se faire connaître? Moi, effectivement, j'ai une toute petite société, et la façon dont je me fais connaître, c'est évidemment voilà, en ayant des clients. Alors moi, pour l'instant, je suis encore beaucoup dans le bouche à oreille, donc j'ai pas du tout une force de frappe d'un grand. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai des grands acteurs du voyage, en fait, qui m'ont contacté et qui cherchent justement à me tendre, voilà, la main, en se disant, en fait, il y a beaucoup de choses à faire entre les gros que tout le monde connaît, qui incarnent des univers du voyage avec leur positionnement, et puis des plus petits qui ont beaucoup plus de finesse, de granularité, mais qui ont une approche très complémentaire. Donc en fait, moi, j'ai voilà, me faire connaître, c'est soit en direct avec le bouche à oreille et puis les réseaux sociaux, voilà, de façon très standard, hein, et en incarnant un univers, voilà. Et également, ça sera certainement avec d'autres qui ont une vraie notoriété, hein, qui sont des experts du secteur depuis de nombreuses années, et qui vont m'apporter une connaissance, et on va pouvoir, de façon complémentaire, fonctionner ensemble. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou s'il y a des choses à ajouter. Oui, ben justement, ça s'anime un peu dans le chat. Et puis, Christelle, ici au Maroc, que je salue d'ailleurs, et d'autres personnes comme Guylaine, etc., parlent un peu de liens entre les agences locales, parce qu'il y a aussi une confusion entre le réceptif, qui est vraiment l'exécutant d'un programme, d'un TO, d'une agence de voyage, et l'agence locale qui, elle, initie ses propres produits. Donc, elles font remarquer qu'il y a nécessité de plus de collaboration entre les agences de voyage et les agences françaises et les agences locales, mais qu'il y a aussi une certaine frilosité. On remarque une certaine frilosité à ce que, d'une part, les agences locales, d'autre part, les agences de voyage proposent des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Et alors, on entretient en fait ce tourisme de masse parce qu'on propose tous les mêmes produits qui sont tous demandés, mais ils sont tous demandés parce qu'on n'offre que ça, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Côme, peut-être, as-tu un avis là-dessus? Alors, par rapport à cette question sur les produits à proposer et la problématique du tourisme de masse, c'est vrai que d'un côté, on voit que le visiteur a envie d'être plus libre, hein, dans son parcours, et aujourd'hui se développent différents algorithmes, Internet de séjour, où on leur donne énormément d'informations et autres. Mais je pense que les agences de voyage, réceptifs et autres ont toujours leur utilité avec justement leur valeur ajoutée d'une excellente connaissance du terrain, des acteurs, de ce qui peut être vraiment authentique, le terme est un peu galvaudé, local, vraiment dans l'expérience de ces territoires. Donc moi, je suis convaincu qu'il y a toujours un rôle, bien évidemment, à jouer, et pour proposer ces offres-là. Alors, voilà, encore une fois, moi, je ne suis pas forcément ultra pointu sur ce sujet en particulier de l'organisation, mais en tout cas, globalement, avec mon analyse des tendances de tout cela, je vois
je vois effectivement cette importance-là. Ouais. Alors, on nous demande, c'est Christophe qui nous dit, mais c'est l'expérience du vécu qui fait rêver et touche le client. Alors là, c'est exactement un petit peu ce dont on a parlé dans la vidéo. C'est ce qu'il faut lui apporter. Est-ce que c'est pour ça qu'on a le succès, par exemple, des blogueurs qui racontent leur voyage et qui attirent beaucoup plus on va dire, de voyageurs nouveaux? Moi, je réponds spontanément, bien sûr. En fait, quand il y a une histoire à raconter, hein, c'est très classique. Forcément, elle aura une saveur différente parce que c'est le vécu, et donc en fait, on fait bien la distinction entre, en fait, une offre commerciale, et à un moment donné, quand on est acteur du tourisme, évidemment, on a une offre qu'on doit commercialiser, mais moins, entre guillemets, plus elle va être présentée avec du vécu et non d'une façon commerciale, excusez-moi, je patine un peu, plus elle aura de substance et de saveur, en fait. Moi, je trouve qu'il y a vraiment cette frontière, mais qui peut être complètement outrepassée en se disant, évidemment, j'ai mon offre commerciale, j'ai un produit, concrètement, avec un prix, parce que c'est la réalité, hein, des activités dans le tourisme, et je vais avoir, en fait, l'expérience vécue qui va être le résultat. Et en fait, dans l'approche et également dans l'acquisition, et moi c'est aussi très personnel, c'est que je vais être beaucoup plus attiré effectivement par des blogs, des gens qui vont raconter des voyages et qui vont finalement, où je vais avoir envie de vivre ce qu'ils ont vécu, même si ça sera forcément différent. Et donc évidemment, c'est le vécu qui va effectivement attirer, c'est les récits des voyageurs, c'est les anecdotes, c'est ce qui vont nous faire rire aussi, hein. Moi, j'ai eu des clients qui se sont embourbés au fin fond des Ardennes. C'était voilà, le tracteur qui est venu, etc. Et en fait, ils ont dit, bah, c'était génial. Donc c'est tout ce qui va, effectivement, le supplément d'âme, c'est tout ce qui va dépasser et qui ne sera pas packagé et qui va diffuser quelque chose de puissant. Et voilà, une réponse un peu spontanée, mais à compléter. Absolument, il n'y a plus de clients. Je suis tout à fait d'accord avec ce que je vois passer. Certaines choses. Tu as quelque chose à ajouter? Non, bah, je suis tout à fait en phase avec ça, hein. C'est tout l'objectif, effectivement, de faire vivre une expérience, un peu comme un local, hein. Même s'il ne faut pas se voiler la face, on est bien sûr différent des cultures qu'on rencontre, mais voilà, d'être vraiment dans ces émotions. Et d'ailleurs, on le voit, hein, beaucoup d'agences essaient de trouver des moyens pour laisser un peu plus de place à l'imprévu, pour les laisser un peu plus en liberté, seuls, non accompagnés sur certains séjours, hein. Moi, j'ai eu un retour récemment là, d'amis disant qu'ils avaient bien apprécié leur voyage à Madagascar, mais qu'ils étaient tout le temps accompagnés par quelqu'un et ils auraient aimé avoir des moments vraiment libres, sans être accompagnés par un chauffeur ou quelqu'un pendant toute la durée. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qu'il faut réussir à trouver le juste milieu par rapport à tous ces paradoxes, hein, d'avoir un certain confort, en même temps sortir de la zone de confort, d'avoir les outils digitaux, en même temps se déconnecter, d'être voilà, toujours dans cette approche-là. Donc, en fait, je pense que par rapport à tout ça, ce qui est essentiel, mais qu'a évoqué aussi Étienne juste avant, c'est de bien cibler à qui on a affaire, à quel voyageur, et donc pour adapter l'offre en fonction de ses attentes. Et parce qu'on parle beaucoup des tendances, mais en réalité, toutes ces tendances sont très différentes selon le marché géographique, générationnel, sectoriel à qui on s'adresse. Est-ce qu'à votre avis, parce qu'on a beaucoup d'agences de voyage françaises ici autour dans cette table ronde et d'agences locales, à votre avis, est-ce qu'il est possible en cours de nos jours pour une agence d'avoir suffisamment d'informations, de suivre dans toutes ces nouvelles formes de voyager qui existent? Et certes, ils vont dire nous avons la connaissance du client,
mais ont-ils connaissance de l'offre? Ou s'y intéresse-t-il à ce genre ou faut-il être une agence spécialisée pour pouvoir proposer ces nouvelles formes de voyager? Est-ce qu'une agence de voyage classique pourrait proposer tes produits, par exemple, Étienne? Oui, alors, enfin, effectivement, moi, c'est vrai que j'ai juste un fonctionnement inverse où je pars de la connaissance et je cherche à déceler les envies profondes des personnes. Donc, j'ai une démarche qui est inversée, c'est-à-dire que je n'ai pas de catalogue, j'ai pas de produit, entre guillemets. Enfin, j'ai toute une panoplie d'ingrédients, évidemment, mais ce que je vais concevoir, ça sera à chaque fois différent. Et c'est cette recherche de vivre un moment unique avec tous ces sujets de l'exclusivité d'un lieu, de vivre vraiment quelque chose qui sera… alors, c'est mon positionnement, donc je ne vais pas orienter la discussion que centrée sur mon activité. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai cette approche différente. Mais je suis convaincu, pour reparler des agences de voyage qui, évidemment, fonctionnent avec des catalogues, des produits packagés, plus ou moins, mais qu'il y a vraiment une possibilité de casser ces packages, non pas du tout de revoir, voilà, mais en tout cas, non pas que l'approche de package soit mauvaise, c'est pas du tout ce que je veux dire là, mais qu'il y a, vraiment des possibilités à travers des choses très simples, de venir surprendre. Vous voyez, il faudrait des exemples concrets parce que là, c'est vrai que… Mais voilà, la difficulté pour les agences de voyage, c'est qu'évidemment, il y a toute une organisation. Moi, j'ai beaucoup plus de flexibilité. Enfin, je ne me compare pas à une agence. Enfin, évidemment, je fais partir les gens, mais du coup, la complexité, c'est effectivement pour ces agences de voyage, c'est de pouvoir suivre ces tendances et s'adapter avec toutes ces nouvelles envies des voyageurs qu'on a tous en tête, hein, c'est-à-dire des voyages qui sont plus lents. Donc la lenteur, c'est évidemment la proximité. Donc avec tout ça, c'est en train d'évoluer. C'est évidemment tout ce qui est dans le besoin de s'accomplir et de construire et de faire soi-même aussi. C'est de ne pas plus simplement être juste guidé et d'être passif, c'est de pouvoir être aussi actif. Ça change tout le paradoxe et le rapport entre effectivement une agence et un client, ou voilà, si le client il se sent entre guillemets juste, et on l'emmène, et puis il y a quelque chose on peut changer un peu, inverser ce rapport entre l'agent de voyage, le réceptif, quand il y a un accompagnement, et puis le client, même s'il faut arrêter de parler de client, je suis bien d'accord. Et puis, ça va être aussi, évidemment, la relation humaine, mais ça c'est une telle évidence, mais on sent très bien quand on est avec des gens du voyage, qui travaillent dans l'univers du voyage, s'ils vivent leur passion, si on sent qu'ils sont vivants, s'ils sont animés. Et tout va se jouer dans la relation, en fait. Moi, c'est vrai que c'est un peu… moi, justement, Étienne, alors, parce que j'ai encore 39 messages à traiter, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Fanny fait remarquer que justement les anecdotes et les émotions sont à transmettre aux vendeurs de voyage. Ça doit faire partie de l'argumentaire de vente, et là-dessus, Tiffaine répond… justement, c'est pour ça qu'il y a les éductours, mais quelqu'un d'autre dit oui, mais enfin, on sacrifie souvent les éductours sur l'autel de la rentabilité. Et n'y a-t-il pas là justement le risque de passer à côté de ces émotions pour le vendeur de voyage et donc de la compréhension du voyageur, tout simplement? Moi, je réponds spontanément et je vais peut-être après laisser Com parler. Moi, je trouve que dans le voyage, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vendre. Et il y a des choses qu'on peut créer, qu'on peut déclencher, et c'est un peu ce que je disais dans une des vidéos, c'est que on ne peut pas vendre l'authenticité, ça ne se vend pas. L'aventure, si on la vend, on risque de la dénaturer. Enfin, ce sont mes convictions, hein, peut-être que tout le monde ne les partage pas. Le supplément d'âme, c'est quelque chose évidemment qu'on ne peut pas vendre. Donc en fait, c'est la vraie complexité finalement de créer une alchimie qui va déclencher des choses, évidemment des émotions, etc., mais qui ne sont pas sous le contrôle marchand d'une offre, etc. Mais
on le sait évidemment, et tous ceux qui sont sur le terrain, que ce soit des réceptifs, des agents locaux ou dans l'univers du voyage, on sait très bien que quand on va proposer un produit marchand, il y a des émotions et on voit comment réagissent les clients, on voit comment ils s'émerveillent. Donc, au fait, il va y avoir toute cette expérience finalement qu'on va avoir et l'histoire, admettons, d'un produit, enfin d'une expérience qui va être commercialisée. Et on sent quand les gens ont vraiment aimé, ont été émerveillés, on voit comment ils s'animent, on voit on voit les étoiles dans les yeux quelque part. Et donc ça, c'est effectivement l'art, finalement, évidemment d'avoir un produit commercialisé, mais de faire en sorte de ne pas avoir ce rapport et de trouver… Voilà, la ligne de crête n'est pas simple, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Si on est quand dans une logique effectivement commerciale et marchande, et qu'on ne le vit pas, ça perdra de sa saveur. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Cathy va jusqu'à dire il faut réinventer le métier d'agent de voyage qui n'est plus en adéquation avec les demandes de voyageurs. Oui, effectivement, j'ai vu passer ce message et je voulais aussi rebondir là-dessus par rapport à cette réponse. Alors, réinventer, oui, on est tous effectivement dans un contexte d'un monde qui change et donc on doit s'adapter, se réinventer. C'est tout à fait normal, tous les concepts d'agilité que vous devez connaître par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut aussi bien savoir à qui on a affaire. Si on raisonne plutôt sur une clientèle du baby boom ou autre, où là, les offres actuelles pourront répondre en grande partie à leurs attentes de sécurité, de confort, d'avoir le bon hôtel qui va bien, les bons transports, les visites des sites incontournables et autres. Et après, mais tout l'enjeu se porte surtout sur les nouvelles générations, les nouveaux consommateurs de voyage et ceux de demain, les générations Y et Z, où là, effectivement, je pense que vous avez raison, il y a ce besoin de se réinventer pour être davantage sur une approche sur mesure dans ces voyages, pour bien prendre en compte tout cela, pour faire passer des émotions, vous l'avez dit, tous ces éléments-là. Et donc, comme le disait aussi Étienne, c'est tout le paradoxe de packager, de vendre quelque chose et en même temps d'être ici comme un passeur. J'ai vu ce mot quelque part, d'être comme un passeur plus qu'un vendeur. Et vous savez que souvent, on a des très bonnes expériences de voyage quand on va voir quelqu'un à l'étranger soit qui est natif de là-bas et qui est un ami, soit qui est en expatriation ou autre. Et avec ces personnes-là, on est guidé, on a cette relation amicale et souvent, on va faire un bout de chemin avec lui, un bout de chemin seul, sans ces personnes-là. Et donc, je pense que c'est un peu dans cette logique que doit rentrer la nouvelle agence de voyage et réceptif, se placer ici comme un ami. Alors, c'est un peu utopique de le dire, mais en tout cas, vraiment dans cette approche, quelqu'un qui vient donner à vivre, donner les informations pour cela, et on était vraiment sur une logique personnalisée. Et dans tous les cas, il est essentiel de bien connaître le terrain, et c'est une de vos forces, c'est-à-dire que vous saurez où emmener les personnes, où les emmener, où les inviter à y aller aussi sans vous, leur donner les bons trucs et astuces. Et voilà, vraiment être dans cette approche personnalisée par rapport aux attentes. Voilà, donc, alors, comme Étienne, j'espère que vous avez bloqué votre après-midi parce qu'il y a de plus en plus de questions. On nous dit, encore Christelle qui fait remarquer, tiens, est-ce que l'avenir de l'agence de voyage ne serait pas de se spécialiser, soit sur une destination, soit alors sur une forme de voyage? Emeline dit pourquoi ne pas faire intervenir le local, donc l'agence locale ou le guide, auprès du voyageur dans un vrai travail en partenariat avec l'agence. Donc une sorte de trinôme au moment de la conception du voyage.
Bon, ce sont deux petites choses différentes, mais est-ce que ça vous inspire une réflexion? Moi, de toute façon, je pense que plus il y a une proximité du terrain. Alors, moi, je vais encore pas éviter de parler trop de ce que je fais. Et moi, c'est vrai que je suis en contact avec des gens qui ne sont pas forcément dans une logique marchande, qui incarnent des univers fascinants. Donc, des aiguiliers, des gardiens de phare, des collectionneurs de chars. Donc, je suis en contact avec des gens qui, finalement, ces personnes avec qui vous discutez, vous n'arrivez plus. C'est comme, entre guillemets, le sparadrap dans Boeing 747. Mais le bon sparadrap qui reste collé, et en fait, vous avez plus, vous discutez, vous n'arrivez plus à arrêter la discussion. Donc là, on est tout de suite, on a ouvert cette trappe de l'intériorité, de la passion, et ça, c'est déjà un voyage en soi. Donc moi, je suis assez convaincu que plus, effectivement, il y a de proximité entre, voilà, que le voyageur soit au plus proche du terrain avec des gens qui ont vraiment cette finesse, c'est certain que la relation sera différente. Parce qu'on sent, évidemment, quand on est avec un vrai local qui va nous emmener là où on ne serait pas allé, en fait. Et on a cette sensation de vivre avec et de se laisser guider. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Alors que si effectivement on est sur des circuits qui sont plus classiques, on va suivre un peu un fil rouge en recroisant des pairs avec des gens qui ont même guide du routard dans les mêmes bars et restaurants ou dans les mêmes lieux. Bon, là, il y a la sensation ne sera pas la même. Alors, on a Tiffaine qui m'interpelle, très active aujourd'hui, Tiffaine, qui emploie le mot d'ambassadeur, ambassadeur de territoire ou ambassadeur d'une forme de voyage, et qui pourrait être utilisé pour mieux vendre, soit dans des salons, soit en direct avec des clients, soit dans le montage de produits par les TO. En tout cas, moi, je pense que c'est une bonne piste, hein, cette logique d'ambassadeur bien sûr. est très développée, en tout cas, par tous les offices de tourisme et autres OGD hein, qui comptent sur ces ambassadeurs pour venir nourrir hein, les flux de contenu, d'informations sur des pépites, sur des lieux, sur tout cela et donner envie de voyager. Alors après, par rapport à une agence de voyage, je pense que ça peut effectivement être intéressant de co-construire, hein, pour rejoindre aussi ce que vous disiez tout à l'heure, de co-construire ces voyages avec des personnes locales et puis toujours aussi en lien avec le voyageur hein, aussi. Alors, on a parlé beaucoup d'agence, mais quelqu'un sur Facebook, dont je ne connais pas le prénom, dit oui, mais n'oublions pas que c'est le guide du tourisme sur le terrain qui reste très primordial pour donner l'âme d'un lieu ou faire vivre une expérience. Et on peut se poser aussi la question, alors ça c'est moi qui fais la remarque, en quoi, mais je l'ai vu passer quelque part dans le fil de discussion, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, à l'étranger, les guides locaux sont formés pour transmettre ces émotions, ces sensations et ces nouvelles formes de voyage qu'on veut développer. Alors, moi, je peux juste dire que tout repose effectivement sur la personne avec qui on sera et que, enfin, pas tout, mais en tout cas beaucoup de choses. Et c'est vraiment la relation, ouais. Là, je sais pas si Com, c'est un peu en redite avec ce que j'ai dit, mais je sais pas si Com, t'as. Non, c'est le choix des guides, c'est très entre guillemets intuitif personné au fait. Je pense que certains voyageurs vont créer une relation avec un guide, il y a quelque chose qui va se passer et que les voyageurs d'après
ça ne sera pas la même chose. Et c'est ça qui est compliqué, au fait. C'est que on est dans les choses, dans l'humain. Alors évidemment, il y a la connaissance d'un territoire qui est le prérequis, mais ensuite, il y a toute une part de subjectif et de choses. Et un guide va pouvoir faire vivre des voyages exceptionnels à des voyageurs, et puis le voyageur d'après, ça sera pas du tout la même chose. Alors, il y a Guillaume Oui, qui fait une effectivement. remarque intéressante et qui dit vous semblez associer nécessairement l'émotion et l'émerveillement à la nature sauvage et à la solitude. Ne pensez-vous pas qu'il soit possible de réenchanter la ville et le tourisme urbain? Merci de cette discussion très intéressante. Voilà quelque chose qui est plus de vos cordes là. Oui, non, mais bien sûr, hein, là, on parle beaucoup de… En fait, la plupart, ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes là, qui sont confinées en couvre-feu et qui voyagent habitent en ville. Et donc, forcément, le besoin d'évasion est plus fort en dehors des villes. Et d'ailleurs, ça s'est très bien vu l'été dernier en France, où les villes ont clairement été boudées, contrairement aux campagnes. Je pense à la Haute-Saône, le responsable du tourisme de la Haute-Saône me disait qu'ils ont fait leur meilleure saison touristique depuis toujours en Haute-Saône, l'été dernier, donc, ou d'autres endroits reculés. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on est clairement sur une tendance plutôt tournée vers les aménités naturelles, vers la nature, vers tout ça. En revanche, je pense qu'ensuite, les villes vont devoir reprendre un rôle à jouer. Alors pour moi, le premier objectif pour les villes, c'est d'abord de toucher les personnes qui habitent ces villes ou alentours, dans une logique de tourisme de proximité, de locatourisme, workation, dites-le comme vous voulez. Ça, pour moi, c'est le premier axe pour tous ces territoires urbains, c'est de toucher les personnes qui sont autour d'elles. Je pense notamment à Bordeaux, hein, qui est une des références par rapport à ça et qui avait lancé avant déjà la crise son webzine local, Un air de Bordeaux, pour toutes ces personnes et donner toutes les bons filons, les bonnes sorties par rapport aux habitants, ou encore à l'Occitanie avec sa carte Oxygène, hein, qui a un succès fabuleux. Donc, je pense que les villes ont d'abord, aujourd'hui, dans ce contexte actuel, un rôle à jouer par rapport aux populations locales. Et ensuite, bien sûr, il s'agit de réenchanter les villes. Mais elles ont la force de frappe pour le faire. Elles ont les moyens. Elles le font depuis de nombreuses années sur toute la logique de mise en scène urbaine avec de l'art, avec de l'événementiel, avec également la nature en ville, hein, aussi, qui est un élément important. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, effectivement, c'est un peu plus compliqué pour les grandes villes. Alors, les petites villes, elles, ont un peu plus leur rôle à jouer pour être mieux connues, mais c'est un peu plus compliqué pour les grandes métropoles dans le contexte actuel, hein, par rapport aux foules, par rapport au contexte, par rapport aussi à l'état des personnes confinées dans ces grandes villes. Mais ça ne doit que booster ces grandes villes à réimaginer de nouvelles façons aussi de voyager dans ces villes, au-delà du grand musée à visiter ou du grand édifice patrimonial à voir, quoi. Alors Étienne, une question qui… Oui, vas-y. Non, je voulais juste rajouter que moi, je suis toujours assez surpris de façon très positive de voir que, par exemple, l'Office de tourisme de Seine-Saint-Denis et d'autres offices de tourisme où on pourrait se poser la question de la légitimité d'un office dans certains territoires, en fait, proposent des choses, ont énormément de choses à proposer. Et la Seine-Saint-Denis, et il y a beaucoup d'autres lieux qu'on pourrait nommer, il y a des lieux avec des histoires, enfin, que ce soit le patrimoine industriel, beaucoup de lieux où les gens ne pensent pas du tout spontanément. On sait qu'il y a un patrimoine industriel en France et pas qu'en France, qui est énorme. Il y a beaucoup de choses qui existent et les gens ne pensent… Alors, ça n'intéresse pas forcément tous les voyageurs, bien sûr,
Mais moi, j'ai eu l'occasion de rentrer dans des univers qui sont fantastiques et d'être encore plus émerveillé du fait que ça soit proche de chez moi et que j'y vais simplement en transport ou même à vélo et que je rentre chez moi au bout de 2 heures et j'ai cette impression de voyager. Moi, je suis parti juste faire un tour à vélo de 3 heures en partant de chez moi jusqu'à la butte de Sannois dans Soisy-sous-Montmorency, le château de en forêt de Montmorency, Saint-Prix, vous voyez, bon, plein de lieux. Et ben, je suis rentré chez moi, on était tout un groupe, on s'est dit, mais c'est fou, on a voyagé pendant 3 heures. Donc, bien sûr que les villes, il y a tout le patrimoine connu, et puis tout cependant, très méconnu dans des lieux où on n'irait pas. La Seine-Saint-Denis, personne se dit, évidemment, voilà, je prends un exemple caricatural, évidemment, vous aurez compris. Donc, potentiel, là encore, potentiel vraiment énorme à exploiter, qui est déjà exploité, mais qui vient surprendre nos voyageurs et à côté de chez eux. Alors, Étienne, une remarque qui va te faire plaisir. On en revient à la notion de voyage surprise. On fait remarquer que à la fois l'agence de voyage, mais aussi parce que le voyageur le souhaite, on va de plus en plus dans la définition avant le voyage du voyage. Le temps de route, quel est le nom du restaurant où on va s'arrêter, à quelle heure la pause pipi. Est-ce que justement, on ne rate pas quelque chose dans l'expérience du voyage à tout prédéfinir aussi bien comme ça? Mais alors là, oui. Au fait, ce que disait Côme, c'est que voilà, on a eu cette même approche et au fait, on s'est rencontrés par un ami commun qui nous a dit, Côme Étienne, vous avez les mêmes passions, il faut vous rencontrer. Donc, on a commencé à se lancer dans la discussion et puis on était un petit groupe de 4 cette soirée-là. Et en fait, les gens sont partis au fur et à mesure parce qu'on est rentré, voilà, on n'arrivait pas à s'arrêter en parlant de plein de coins de France et d'ailleurs. Au fait, ce qui est assez intéressant, c'est l'imaginaire. Ce que disait Côme, c'est l'avant, l'après. En fait, c'est non pas les photos que je regardais sur Google, de savoir comment sera ma chambre d'hôtel. Est-ce qu'elle fait 80 mètres carrés? Est-ce que j'ai une piscine? Alors évidemment, ces questions, elles sont logiques et on se les pose. Mais c'est d'ouvrir son imaginaire. La première, l'expérience de voyage, elle commence déjà là. Et c'est vrai que les anciennes cartes, tout de suite, on rentre dans un univers. Et donc moi, ce que je cherche vraiment, c'est de pouvoir avoir cette phase avant où on rentre dans un univers, dans l'imaginaire, et on ne va pas être dans une logique de répondre à des questions logistiques et concrètes sur le temps de parcours, à quelle heure on arrive, est-ce qu'il y a des bouchons. En fait, toutes ces questions sont subsidiées, elles sont logiques, mais qu'elles restent finalement secondaires. Et quand l'imaginaire, il est au-dessus de tout ça, et quand finalement, c'est ce qu'on va garder dans notre voyage, c'est certain que ce ne sera pas la piscine de l'hôtel. En tout cas, peut-être que ça sera un bon moment, mais ce n'est pas ce qu'on va garder en nous, fondamentalement. Voilà, donc en fait, c'est ce paradoxe, finalement, on se dit, on va baliser toute une série de questions qui sont très matérielles, qui sont très humaines, on va mettre sous contrôle, et finalement, tout ce qu'on va garder, ça va être cette opposition, souvent, ou tout ce qui va être en dehors de notre contrôle et qui va se créer dans tout ce qu'on n'aura pas maîtrisé. Et donc, c'est vraiment, pour moi, tout ce qu'on cherche à contrôler, tout cet univers, évidemment, et ces questions logistiques qu'on balise. Et donc, moi, j'aurais envie de dire à certains voyageurs, j'ai envie de leur dire, mais au fait, décidez-vous à 17h, à 18h un vendredi après-midi, ou fin d'après-midi, vous ne savez pas où vous allez. Ça, je l'ai fait plusieurs fois avec des clients. Et au fait, on ne peut être que surpris de façon positive. Et au fait, comme on n'a aucune attente, et il y a un côté qui est extrêmement excitant, ce que j'expliquais dans ma vidéo. Donc plus que jamais, et je fais une petite référence au film The Game que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, c'est dans un autre niveau, mais ce grand avocat new-yorkais qui a tout dans sa vie, évidemment, hein, qui a son super appart à New York, qui a sa piscine, qui a tout ce qu'il veut. D'un point de vue matériel, on s'entend bien, et son frère lui offre une pochette surprise qui va le faire en sorte qu'il ne va plus rien maîtriser dans sa vie et qui va vraiment se sentir profondément vivant à travers ça. Et ça, je pense que tout le monde, chacun d'entre vous qui nous suivez, vous avez énormément d'exemples de vécu. Je ne suis pas le seul autour de ça, et c'est ce qui fait l'âme, le vécu et tout ce qui va nourrir l'imaginaire. Et là, comme parlait des enfants, l'univers des enfants aussi,
Voilà, restons enfants dans la façon de voyager. Quand on voit des enfants qui s'émerveillent juste en étant dans un simple bus, ne serait-ce qu'à côté de chez nous, dans des moments les plus simples de la vie, quand il y a des oiseaux, des pigeons, ou toutes les choses les plus simples, voyageons comme des enfants. Et c'est vraiment ça que j'aurais envie de dire. Ok, puis alors j'ai une belle remarque de Christophe qui dit votre vidéo a montré que le voyage se présente souvent comme une thérapie. Est-ce que les nouveaux professionnels du voyage ne devraient justement pas se considérer comme des thérapeutes? Joli. Stéphanie nous dit j'aimerais qu'on aborde le sujet du greenwash, ou quel que soit le nom donné à cette pratique, qui consiste à prétendre être dans le circuit court et l'équitable, quand en fait ce n'est qu'une stratégie marketing sans réalité tangible. J'ai peur que les indicateurs de tendance des voyageurs ne nous amènent à ça. Bonne question. Bonne question. Donc, que dire par rapport à ça? Moi, je pense que derrière le greenwash, il y a cette question du tourisme durable. Je pense qu'en tout cas, c'est une véritable attente, que ce n'est pas simplement une mode passagère, hein, que ce tourisme durable. Et encore après, faut toujours voir à qui on s'adresse, hein. Par exemple, je peux prendre l'exemple du phénomène de la honte de prendre qui a fait des émules, mais ça n'a pas empêché au niveau mondial de voir la part de l'avion dans les transports pour rejoindre ces lieux de vacances augmenter en valeur brute et relative. Donc voilà, après c'est toujours à quelle échelle on se place. Est-ce qu'on concerne plutôt les clientèles françaises, européennes, ou on est sur un marché chinois ou autre? Donc là c'est toujours à prendre, bien savoir de quoi on parle, de qui on parle. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience forte, hein, en France, en Belgique, en Allemagne, en Europe plus globalement. Et puis cette prise de conscience du tourisme durable, on la retrouve aussi dans les politiques publiques, hein, pour voir passer de nombreux cahiers des charges. Maintenant, de nombreux territoires veulent devenir la référence sur le tourisme durable. Je pense aux Alpes de Provence, Grand Besançon, ou encore la Nouvelle-Aquitaine qui veut devenir la première destination touristique durable en France, avec notamment Neoterra, une feuille de route, hein, sur la transition environnementale et climatique. Alors derrière, effectivement, il y a toute cette question du greenwashing que vous évoquez. Comment donner des éléments de réassurance, d'assurance par rapport au fait qu'on est effectivement sur une approche durable. Alors par rapport à ça, il n'y a pas très longtemps, je me suis demandé est-ce que le Yucca du voyage existe ou pas, et je me suis rendu compte que des personnes y avaient pensé, avaient cette ambition là, avec notamment Ray Green, qui veut prendre en compte bon, bien sûr tout ce qui est trace, empreinte carbone, hein, par rapport à votre voyage, hein, que ce soit un voyage affaires ou loisir. Alors on est plutôt sur la question de loisir, avec vos déplacements en train, en bateau, en avion ou autre, voir quelle est votre trace carbone, mais qui veut aussi raisonner sur d'autres approches, comme des approches plus sur l'ancrage territorial, des approches plus sociétaux. Donc, pour donner un peu des indicateurs clés, et parce qu'aujourd'hui, on sait que le premier critère, c'est le rapport critère-prix, et puis après le critère, le rapport qualité-prix. Mais comment aller au-delà de critères. Et donc, je pense que c'est bien sûr, il y a du greenwashing. Bien sûr, quand on voit que tel pub dit c'est formidable par rapport au développement durable, on se dit, oulala, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, c'était terrible, hein, ou ça veut dire que c'est simplement qu'ils ont fait juste un tout petit effort et puis ils étalent ça de manière marketing et communicante. Donc, je pense qu'on va avoir besoin d'éléments de réassurance, passant par des notations, des choses comme ça, du type Red Green, pour vraiment que les personnes puissent savoir vraiment leur impact, le développement durable, RSE, hein, pourrait-on dire, dans ces voyages.
moi, ce que je peux juste compléter par rapport à ce que dit Côme, c'est effectivement cette notion, bah, évidemment, elle est très présente. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, il y a une forme d'évidence. Et de temps en temps, il y a certains sujets, on se dit, bah, il y a une telle évidence qu'on n'a même pas envie forcément de l'évoquer, puisque ça va de soi. Et en fait, c'est vrai que quand on voit qu'il y a une communication qui est peut-être un peu trop présente sur le sujet, moi, je trouve que, mais c'est très personnel, hein, que ça casse, que voilà, on parle de durable et donc on voit écho partout. Moi, c'est ma sensibilité, donc c'est très personnel ce que je vous dis là, mais moi, je trouve que ça casse un peu finalement l'âme, parce que on a limite, quand on propose, là tu parlais de la Haute-Saône, Côme, quand tu vas en train ou et tu vas là-bas, il y a une forme d'évidence. En fait, tu n'as même pas besoin de te dire écho. Bon, tu peux mesurer peut-être, mais voilà, c'était juste une petite réflexion complémentaire, très personnelle. Eh bien, je vais prendre le relais. J'aime bien d'ailleurs finir sur cette idée d'âme. Merci Étienne. Ce sera une belle note de fin. Donc, je tenais à remercier Étienne. Sincèrement, on n'a pas vu le temps passer. C'est vrai qu'il faut qu'on respecte le temps de chacun, etc. La gestion aussi de son temps. Donc, on a absorbé. Donc, merci Étienne. Merci Côme. L'intérêt, c'était justement d'avoir toutes ces réflexions. On aurait pu passer l'après-midi ensemble. Donc, j'aimerais juste, pour faire intervenir en fait le reste de l'équipe aussi, faire intervenir Frédéric sur leur avis sur cet échange du jour. Frédéric et Charles-Henri, qui faisaient partie du coup du groupe avec Luc, de ce sous-groupe Voyage expérientiel. Donc, si vous pouvez nous faire une petite conclusion, et puis après, je vous laisserai aussi, Étienne et Côme, peut-être réfléchir à un dernier message à nous offrir en plus de ce qu'on a eu, et on ira vers la conclusion de ce webinaire. Voilà. Donc, Frédéric, si tu le veux bien, par exemple, je te désigne. Eh bien alors, bien rebonjour à tous ce coup-ci en live. Merci Lisiane de me tendre cette jolie perche. Alors, une conclusion après tout ce qui s'est dit, c'est tellement riche, il y a tellement de choses. Surtout que, alors moi j'ai retenu quelques mots par le rêve, thérapeute, personnalisation, expérience. Et ça faisait tellement écho, bon déjà à ce que je vis, donc à mes émotions à moi. Et voilà. Après, la question que je me posais le plus, est-ce que c'est une conclusion? Je ne sais pas. Donc c'est vrai qu'on a parlé sur un segment de clients, voilà, qui a les moyens d'avoir cette personnalisation. Moi, donc, et ça, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, et cette tendance va encore plus s'accélérer. Des gens qui ont les moyens de se faire construire, de se faire conseiller. Et ça, là, tous les acteurs sont en train d'aller très vite là-dessus, parce que tout le monde se rend compte de l'importance de cette personnalisation, de ces émotions particulières, et de savoir les vendre, et de savoir les produire, etc. Donc, je trouve que ça va dans le bon sens. Et après, il y a d'autres façons de voyager. Il y a beaucoup d'autres façons de voyager qui ne vont pas changer, malheureusement, je ne sais pas. Là, c'est en lien avec le développement durable. Donc en conclusion, moi, non, ce n'est pas une conclusion, c'est juste voilà, une réaction à chaud. Il se passe beaucoup de choses et je pense que le tourisme va évoluer. Ces nouvelles façons de voyager vont évoluer rapidement avec tout ce qui s'est passé, cette prise de conscience. Et on est là pour le prouver, quelque part, tous autour de la table, autour de nos Zooms, et qui a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Et bravo, j'ai pris, comme tu disais, Lisiane, un plaisir. Je buvais les paroles de nos spécialistes du tourisme et moi-même en tant qu'hôtelier au bout du monde. Et j'accueille des gens qui marchent, qui font la haute route entre Zermatt et Chamonix, entre autres. Et je remarque de plus en plus, je retrouve tout ce que vient de dire, tout ce que ont dit nos intervenants sur cet émerveillement de petites choses d'une vallée glaciaire où on peut aller à pied et de voir malheureusement les effets du réchauffement climatique sur une vallée glaciaire qui disparaît. Et ça, voilà, c'est des nouvelles façons, à la fois d'émerveillement, mais aussi de réalité aussi. Voilà, merci. Merci à toi, Frédéric, pour tous les travaux que tu as fait avec Luc et Charles-Henri. Cette vidéo aussi que vous avez faite avant, parce que même si on a eu notre couac du début, notre baptême des états généraux, on n'imagine pas tout le travail qui a été fait derrière pour se filmer, choisir les textes, le contenu. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, bravo et merci, Frédéric. Et ce n'est pas fini. C'est qu'il y a de la suite. Donc, du coup, Charles-Henri, si tu peux nous donner ton retour. Oui, alors rebonjour à tous. Si je peux, ce sera un petit résumé. Je vais vous parler à l'aune de ma propre expérience en tant que voyageur, que nouveau voyageur, si je puis dire. C'est un petit peu, je représente un petit peu toute cette catégorie-là. Pour moi, ce qui ressort aussi de cette réflexion, c'est que
l'une des plus grandes difficultés, l'un des plus grands paradoxes qu'a évoqué Côme d'ailleurs, c'est de coller entre, comment dire, d'arriver à coller entre l'offre et la demande. Pour moi, de mon côté, en tant que voyageur, il n'y a pas vraiment de demande. C'est ça, c'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire que quand je voyage, justement, j'essaye le plus possible de m'éloigner des sentiers battus, des sentiers balisés, comme a dit Étienne. Donc, pour moi, n'importe quelle offre d'office de tourisme, d'agence de voyage, je les fuis, en fait. Vous comprenez? Donc, je comprends que ce soit hyper compliqué aujourd'hui de coller à ce genre de demande. Alors, je suis peut-être un petit peu... Enfin, il n'y a peut-être pas grand monde qui est comme moi, je suis peut-être un petit peu dans l'extrême, mais pour moi, le plus magique dans un voyage, c'est, je ne sais pas, faire 100 km de vélo dans le désert en Iran, arriver dans un village et laisser le hasard faire les choses. Je ne sais pas où je vais dormir, et voilà, et ça m'est arrivé plusieurs fois, la moitié du village arrive vers moi et tout le monde se bat pour m'accueillir chez eux. Et ça, c'est juste incroyable, ça laisse des émotions pour la vie et des souvenirs incroyables. Donc, je pense que, en fait, aucune offre d'agence de voyage ne pourrait m'offrir ça. Alors, je suis désolé de dire ça, c'est un peu cru, hein, mais c'est vraiment comme je le ressens moi-même, hein. Aucune offre ne pourra m'offrir ça. C'est quelque chose qui pourra venir que par soi-même, que par sa propre expérience et sa propre aventure. Et c'est aussi ça la recherche de l'inattendu. Moi, je cherche ça comme le Graal. Donc c'est vraiment compliqué. Voilà, je sais que ce sera compliqué pour une agence de coller et répondre à ce genre de besoin. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que on a évoqué le fait que certains locaux puissent être en contact avec les réceptifs et donc accueillir des voyageurs. C'est très intéressant, mais ça, c'est aussi quelque chose que j'ai tendance à fuir parce que par définition, quand il y a un rapport d'argent entre le voyageur et le local, ça casse en fait toute la spontanéité du rapport. Voilà, moi c'est dommage. J'ai vu vraiment une différence radicale entre quand je me rendais compte que la personne qui m'accueillait finalement était enfin, comment dire, un professionnel du tourisme et qu'il faisait ça pour de l'argent. Et quand je rencontrais quelqu'un qui était juste là, qui m'accueillait spontanément, parce qu'il était juste heureux de partager sa culture, qu'il était très fier dans ce pays-là, ils sont des gens très très fiers. Et donc voilà, c'est pour eux un bonheur et partagé. Donc voilà, dès qu'il y a un petit peu d'argent en jeu, ça fausse tout le rapport. Je suis un client et lui, c'est un prestataire. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça pour finir sur une note réaliste. Merci pour cette audace, parce qu'il faut le dire, c'est audacieux de s'exprimer comme ça face à autant de professionnels du tourisme, Charles-Henri. Après, il ne faut pas oublier que toi, tu transmets aussi ta vision du voyage. Tu vas en vivre aussi d'une certaine forme. Donc, charge à nous d'être inspirés par ta vision pour essayer justement d'adapter, nous, comment on voit les choses. Donc, voilà. Bien sûr, je suis sûr qu'il y a moyen d'adapter. Ouais, merci d'avoir osé de le faire. Ce que tu viens de faire, c'est... Voilà, il faut aussi qu'on rentre dans le vif du sujet. Okay, je ne sais pas si pour toi, tu as conclu, tu me dis, Charles-Henri. Ouais, j'ai à peu près tout dit de mon côté. Merci pour cette note. Je voulais aussi féliciter vraiment Luc qui a mené à bien tout cet échange riche. J'ai eu que des félicitations, Luc. Et quand je lui ai demandé justement si je pouvais prendre la main, il me dit « mais j'ai encore 108 messages ». Alors, pas d'inquiétude. L'intérêt pour nous, en fait, c'est de récolter, parce qu'après, on va avoir tout le chat, en fait. Donc, pour nous, ça va être de la matière pour nos travaux, puisque les sous-groupes continuent de travailler. Il y a un autre projet pour la rentrée prochaine, justement. Ça ne s'arrête pas là, donc ne soyez pas déçus. Au contraire, vous nous avez offert des cadeaux à travers vos questions et on va s'en servir. Voilà, et donc l'objectif, c'est de pouvoir vous les partager dans le temps, dans justement le fruit de nos travaux. Donc, je vais laisser ensuite à Luc, si tu veux peut-être donner un mot, et après, je laisserai Étienne et Côme pour finir. Très, très, très court, en fait. J'ai assez parlé, j'ai plus beaucoup de salive. Donc, je vais surtout remercier Respire pour m'avoir permis de rencontrer Frédéric, Charles-Henri, Côme et Étienne. Voilà. Merci à toi, Luc. Donc, Étienne et Côme. Alors, si je désigne, je vais peut-être dire Côme. Comme ça, on va finir par Étienne en vidéo, qui était avec nous en invité au départ, par exemple. Côme. Très bien. Merci encore hein, pour cette invitation. Qu'est-ce que je pourrais retenir? Déjà, j'ai bien apprécié
finalement le couac de départ qui montrait bien cette expérience, le côté expérientiel, et montre que finalement ces voyages, ce tourisme est une affaire de relations humaines. Et ça me fait aussi penser à la question du digital, parce que le couac était en partie digital. On n'a pas forcément évoqué ce sujet, mais il y aura beaucoup d'autres moments pour le faire sur le bon ajustement entre le digital et le réel pour avoir de belles expériences en combinant juste mesure. Comme quoi l'humain peut rebondir face au digital, même si on en a besoin pour être ensemble aujourd'hui. Exactement, le digital est un outil et que la base, effectivement, c'est l'humain. Voilà. Merci, Com. Encore une fois, la rencontre, le tourisme, la rencontre de l'autre et de soi. Exactement. Merci beaucoup. Étienne? Vraiment merci, parce que voilà, merci Charles-Henri, parce que c'est Charles-Henri qui m'a tendu une perche, parce que j'avais posté une petite réflexion sur LinkedIn, et merci vraiment à Respire de m'avoir accueilli avec donc toute l'équipe, Luc, Frédéric, Lisiane, Célia, et de m'avoir permis d'avoir ce temps de parole voilà, très spontané, et je suis vraiment touché par votre accueil et le fait que vous m'ayez accueilli de la sorte. Moi, je sens qu'au fait, on a au fond de nous, même si on travaille avec différemment dans le même secteur, parce que c'est quand même très très large, qu'on a au fond de nous quand même un sujet, c'est un sujet passion. Et vraiment, moi, ma vision, et pour conclure, en tout cas, ce serait ma conclusion par rapport à tout ce qui a été dit. Il y aura évidemment énormément de sujets à creuser, mais qu'on est, je pense, tous d'accord pour se dire que le voyage, c'est finalement l'expérience de la connaissance de soi, du rapport de se frotter à des situations qui sont inattendues, de voir comment on réagit dans certaines situations. C'est la connaissance de l'autre, et c'est finalement cette expérience humaine. Et je reprends ce que dit Com, mais moi, c'est vraiment aussi ce qui m'intéresse au quotidien dans ce que je fais, et la mission, c'est vraiment d'aller au-delà d'une appréhension, de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait, d'aller dans des lieux où on ne serait jamais allé, et avec également tout cet état d'esprit de l'aventure. On peut le vivre comme Charles-Henri, c'est-à-dire, et moi, la vision du voyage de Charles-Henri, c'est quelque chose que j'ai aussi au fond de moi, sans préparation, vraiment, voilà, ça peut être aussi différemment. Et donc, cet état d'esprit d'aventure, de curiosité, d'enthousiasme qu'on peut avoir aussi dans nos quotidiens, et que se dire que finalement, le voyage, on peut le vivre vraiment au quotidien, que ce n'est pas en opposition avec notre routine, et que c'est un état d'esprit avant tout, et c'est un état d'esprit d'aventure qui peut être juste de parler à une personne à côté de soi dans un transport. Bon, donc là, on est un peu dans un autre registre, mais c'est garder cet état d'esprit, et c'est ce qui fait la saveur ensuite du voyage et des rencontres. Merci, Étienne. Merci pour ces échanges riches. Il y a beaucoup de réflexions. Je pense que cet après-midi, on vous a offert des cadeaux dans votre tête, là, par contre. Donc, merci pour ce moment. Même en étant à Dubaï à 15 h, moi, j'ai voyagé avec vous. Là, ça a fait du bien. Et ça me fait plaisir aussi de voir ce qu'on est capable de faire. Donc, merci à Respire pour cette organisation des États généraux. Parce que c'est audacieux aussi de le faire malgré nos 1 an et là où nous en sommes aujourd'hui, mais on va continuer. Donc, je laisserai pour finir une petite note de fin pour Célia, qui est donc notre top leader du groupe principal des nouvelles façons de voyager. Et je vous souhaite, moi, une bonne journée et merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci à tous d'avoir participé. Merci pour votre enthousiasme. Merci à l'équipe qui a fait du beau travail. Merci aussi aux intervenants d'avoir été là avec nous pour compléter ces travaux de recherche. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite, au prochain épisode, comme on dit. Et notre prochain rendez-vous du groupe, que je ne me trompe pas, Célia, c'est quand C'est le 31 mars pour les tendances du leisure et du télétravel. Voilà, deuxième étape de notre groupe. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.